Il a dîné ici 36 heures seulement avant son évasion. Un restaurant sans prétention, où Carlos Ghosn avait ses habitudes. Il était le client le plus célèbre de l'établissement. Il a mangé des brochettes de poulet et une salade. Son plat préféré, ce sont les brochettes de poulet au poireau et c'est aux asperges avec du bacon. Si on considère que c'était son dernier dîner au Japon, je suis vraiment très honoré qu'il ait choisi de le prendre dans mon restaurant. Comme partout au Japon, le chef est encore abasourdi par l'évasion de l'ancien PDG. Un événement au retentissement mondial. L'incroyable évasion de Carlos Ghosn. Ce que nous savons, c'est que Carlos Ghosn a quitté le Japon. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Carlos Ghosn, c'est confirmé, se trouve bien à Beyrouth, au Liban. Pourquoi une telle fuite a-t-elle été possible? C'est du jamais vu. Il était caché dans une malle pour instruments de musique. Alors comment l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan arrêté en novembre 2018 à Tokyo s'est-il échappé? Comment c'était dans la malle? Alors qu'il refuse de raconter sa fuite, nous allons vous dévoiler les détails encore méconnus d'une évasion hors norme. Les faits se déroulent le 29 décembre dernier. Depuis sa libération sous caution, Carlos Ghosn vit alors ici, dans cette maison du quartier chic d'Azabu Nagasokacho. Ce jour-là, il apprend une bonne nouvelle. Les vigiles mis en place par Nissan pour le surveiller ont quitté les lieux. Ce qu'on sait, c'est que la surveillance effectuée par la société privée payée par Nissan s'est arrêtée le jour même du départ de Carlos Ghosn. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas, ça montre un extraordinaire niveau d'exécution et de préparation. À la mi-journée, Carlos Ghosn quitte son domicile, à pied. Il se dirige vers un hôtel à 1,5 km de là. La télévision japonaise a reconstitué son parcours, minute par minute. Il est sorti seul de sa maison dans l'arrondissement de Minatoku vers 14h30. La silhouette de Carlos Ghosn est capturée par des caméras de vidéosurveillance, dont celle de la chaîne TV Asahi. Ses bureaux sont installés à quelques dizaines de mètres de l'hôtel où il a rendez-vous. Sa maison était là-bas, donc il était évident qu'il allait emprunter ce trottoir. Je me suis dit qu'il avait dû passer par là pour aller au Grand Hyatt Hotel. Sudo Nagisa a pu récupérer ces images. On y voit Carlos Ghosn arriver à ce carrefour et hésiter étrangement au moment de traverser. Monsieur Ghosn a d'abord essayé de passer par ce passage piéton, puis finalement il a pris un autre chemin. Peut-être qu'il savait qu'il y avait un poste de police sur la droite et que finalement il a pris l'autre route et fait tout un détour pour aller jusqu'à l'hôtel. Quelques instants plus tard, Carlos Ghosn arrive dans cet établissement, l'hôtel Grand Hyatt. 2 hommes l'y attendent, des anciens militaires qui l'auraient embauché pour organiser sa fuite. Les voici filmés à l'aéroport d'Istanbul, quelques heures après l'évasion. À gauche, le franco-libano-américain Georges-Antoine Zayek. À droite, l'américain Michael Taylor. Ce dernier a servi dans les forces spéciales de l'armée de terre avant de monter sa société de sécurité. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde de la sécurité privée comme un spécialiste de l'exfiltration d'otages. Il y a une dizaine d'années, il avait été recruté par le New York Times pour tenter de faire évader un des journalistes du New York Times qui était aux mains des talibans en Afghanistan. L'autre américain est un ancien militaire qui avait été blessé grièvement à une jambe lors de combats au Liban. Un binôme rodé aux opérations extrêmes. Difficile d'ailleurs d'imaginer qu'un tel plan d'action ait pu être monté en seulement quelques jours. Une opération de ce calibre, il faut entre 4 et 6 mois de préparation. Deuxièmement,
La préparation telle qu'elle a été présentée, j'ai pris la décision le 25 et je suis parti le 29, j'y crois pas du tout. Que la décision finale ait été prise le 25, ça je veux bien l'admettre. La préparation remonterait en réalité à plusieurs mois. L'équipe d'exfiltration a commencé à travailler au courant de l'été 2019 et a étudié différentes options, notamment l'hypothèse de charger Carlos Ghosn à bord d'un bateau, d'un yacht, et de l'emmener vers un autre pays d'Asie du Sud-Est. Sans doute pour des raisons de rapidité, l'équipe a choisi de procéder avec des avions. Selon le Wall Street Journal, l'équipe aurait effectué une vingtaine de voyages au Japon et plusieurs visites d'aéroports pour choisir le lieu le plus approprié à une exfiltration. Le jour J, les deux hommes retrouvent Carlos Ghosn à l'hôtel à Tokyo. Ensemble, ils seraient montés dans un taxi pour se rendre à la gare. C'est d'ici que part le train rapide pour Osaka. Les trois hommes auraient pris le direct de 16h30. À bord du Shinkansen, ils filent plein ouest. En quittant Tokyo sans prévenir la justice, Carlos Ghosn a rompu pour la première fois son contrôle judiciaire. Un saut dans l'inconnu. 2h30 plus tard, le voici à la gare d'Osaka. Là, il se rend dans un hôtel proche de l'aéroport. On comprend que c'est à ce moment-là qu'il est placé dans une boîte, une caisse du type qui est typiquement utilisée pour transporter du matériel de concert, du matériel audio. C'est dans une chambre du Stargate Hotel d'Osaka que les deux hommes auraient fait monter Carlos Ghosn dans une des deux malles apportées pour l'occasion. Elle a été aménagée à minima pour contenir l'ancien roi de l'automobile. Ces malles donc, ont été faites sur mesure, notamment pour que Carlos Ghosn puisse rentrer dedans, mais aussi pour que les deux malles puissent rentrer dans l'appareil. Quand on regarde la porte de la soute arrière de l'appareil, c'est pas très grand, et donc il fallait que ça soit mesuré au centimètre près. Une de ces malles, effectivement, était percée de trous, donc on peut imaginer qu'il pouvait respirer grâce à cette aération faite sur mesure, en quelque sorte. Taylor et Zayek auraient ensuite embarqué les deux caisses dans un taxi, celle qui contient Carlos Ghosn et la seconde plus petite qui aurait servi de leur. Direction l'aéroport international d'Osaka, à moins de 10 minutes de là. Sous le nez de la police, ils pénètrent dans le hall réservé aux jets privés. Mais un obstacle demeure avant de rejoindre l'avion qui attend les trois hommes. Les contrôles de sécurité. Ce type de malle ne peut pas passer par les systèmes de rayons X traditionnels que nous voyons dans les aéroports, donc de toute façon la malle n'aurait pas été scannée. Mais en pressant un peu les choses, en leur disant qu'ils étaient pressés et qu'ils devaient partir, j'imagine que les douaniers, qui n'ont absolument rien suspecté, les ont d'autant plus laissé passer et prendre leur avion. Y a-t-il eu des complicités dans la sécurité japonaise? En fait, en plus d'un peu de chance, Carlos Ghosn aurait surtout profité de circonstances favorables. C'était un dimanche, c'était pendant les congés de fin d'année qui au Japon sont extraordinairement suivis. Pour ce qui est des jets privés, d'abord rien dans la loi japonaise n'oblige à fouiller ou surveiller un bagage. Ils partent du principe que personne ne va voyager dans une malle en prenant un jet privé. Donc d'une certaine manière, les services d'immigration, dans le cas de M. Ghosn, n'étaient pas fautifs. Plus rien ne sépare Carlos Ghosn de l'avion qui va le faire s'évader du Japon. Les deux caisses sont chargées à bord du jet privé. Montent aussi les deux anciens militaires enregistrés sur le vol. À 23h09, le pilote s'engage sur la piste de décollage numéro 6. Le bombardier Global Express TC-TSR décolle d'Osaka, avec à son bord Carlos Ghosn. L'ancien PDG de Renault-Nissan vient de réussir la première partie de son plan d'évasion. Quitter le Japon.
Il sort de la malle et se cache dans les toilettes. Mais de toute façon, l'équipe ne laisse pas les hôtesses entrer dans la partie passager de l'avion. Les deux complices, Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, leur ont dit de ne pas les déranger, qu'ils viendraient les chercher s'ils avaient besoin de quelque chose. Le voyage de près de 9000 km se déroule sans encombre. Carlos Ghosn veut se rendre à Beyrouth, au Liban. Mais est-ce pour brouiller les pistes? L'équipe va d'abord faire étape à Istanbul. C'est là, au même moment, que le directeur de la compagnie qui a affrété le jet reçoit un étrange coup de fil. Il s'appelle Okan Kösemen. Le voici interpellé par la police turque 5 jours après la fuite de Carlos Ghosn. Dans sa déposition, il raconte qu'un homme d'affaires libanais l'a appelé la nuit de l'évasion. C'est à ce moment-là qu'il aurait appris la présence du fugitif dans l'avion. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une opération confidentielle très importante et que je devais garder secret tout ce qu'il allait me révéler. Il m'a dit que Carlos Ghosn était à bord de l'avion, qu'il avait dû quitter le Japon car sa vie était en danger. Okan Kösemen raconte avoir reçu l'ordre de réceptionner Carlos Ghosn à Istanbul et de l'escorter jusqu'à Beyrouth. Pour le convaincre de coopérer, l'interlocuteur libanais lui aurait déroulé un scénario digne de James Bond. Il m'a dit que la CIA et d'autres services secrets participaient à l'opération et que tout se passerait bien. Je me suis énervé. Il m'a répondu qu'ils avaient des renseignements sur ma famille et mon fils. Il m'a menacé en disant qu'une équipe attendait devant mon domicile. Le directeur commercial a-t-il vraiment été forcé d'agir sous peine de représailles? Ou raconte-t-il cette version à la police pour se dédouaner? Toujours est-il qu'il a bel et bien accepté de participer à l'exfiltration. Il est 5h12 du matin ce 30 décembre 2019. L'avion transportant l'ancien PDG en fuite se pose à Istanbul. Un transit au petit matin dans un aéroport désert. Là encore, tout a été planifié pour que le passage de Carlos Ghosn passe inaperçu. L'aéroport Atatürk est aujourd'hui fermé aux vols commerciaux et n'accepte plus que des jets privés. Ce n'est pas un endroit ouvert au public et accessible à n'importe qui. Carlos Ghosn doit maintenant être transféré dans un autre avion. Pour cette opération, l'équipe d'exfiltration a décidé de se passer des malles. Quand l'avion de Carlos Ghosn arrive à Istanbul, les pilotes demandent à l'équipe d'exfiltration ce qu'ils doivent faire des malles. Les deux hommes qui escortent Carlos Ghosn leur répondent alors « Nous n'en avons plus besoin, gardez-les en cadeau si vous voulez ». Alors que l'équipage quitte l'avion, c'est à Okan Kösemen, le responsable turc de la compagnie, d'entrer en scène. Une fois que l'avion a atterri, Okan Kösemen va à la rencontre des passagers. Pendant ce temps-là, Carlos Ghosn est toujours caché dans les toilettes. Quand les deux anciens militaires jugent que la situation est sous contrôle, ils ouvrent la porte des toilettes et Carlos Ghosn en sort. L'un des deux hommes dit alors au cadre commercial « Voilà le colis ». Carlos Ghosn et le directeur commercial turc apparaissent ensuite sur ces images de vidéosurveillance de l'aéroport. On voit Okan Kösemen dans une voiture de la société MNG Jet. Il emmène Carlos Ghosn jusqu'à l'avion qui le conduira d'Istanbul à Beyrouth. Il était prévu que Carlos Ghosn marche les 50 mètres qui le séparent de l'autre avion, mais il pleuvait tellement que Okan Kösemen est venu le chercher en voiture au pied de l'appareil et l'a conduit dans le deuxième avion. Là, vous pouvez les voir en train de marcher, même si les images ne sont pas de très bonne qualité. Carlos Ghosn n'aura passé que 35 minutes sur le sol turc. Il est désormais à bord de ce deuxième jet qui doit le conduire au Liban. Pour n'éveiller aucun soupçon, Okan Kösemen a falsifié le registre de vol en y mettant seulement son nom. Aux yeux des autorités, il s'agit donc d'un vol privé de routine, comme en témoigne l'échange entre le pilote et la tour de contrôle au moment du décollage.
À bord de l'avion, Carlos Ghosn est toujours accompagné d'Okan Kesemen, le cadre de la compagnie. Face aux enquêteurs, ce dernier raconte les quelques mots échangés avec l'ancien patron. Pendant le voyage, je n'ai parlé que 5 minutes avec Carlos Ghosn à propos des caractéristiques de l'avion. Il ne m'a rien dit de son évasion et je ne lui ai rien demandé. Il m'a juste dit que les Japonais étaient de très méchantes personnes. 1h30 de vol plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport international de Beyrouth. Sur place, même si ses passeports ont été confisqués par la justice japonaise, Carlos Ghosn franchit les contrôles sans problème. Carlos Ghosn est citoyen libanais, donc quand il arrive à Beyrouth, il arrive sur un territoire dont il est ressortissant, pour lequel d'ailleurs nous précisent les autorités libanaises, il n'a pas besoin d'un titre de séjour particulier, simplement une carte d'identité suffit à son arrivée à l'aéroport. Nous sommes lundi 30 décembre en début de matinée. L'ancien PDG de Renault-Nissan vient de réussir sa folle évasion. À Beyrouth, dans le plus grand secret, Carlos Ghosn se rend chez ses beaux-parents, au 4e étage de cet immeuble, pour y retrouver sa femme Carole. Elle affirme que c'est seulement à ce moment qu'elle apprend la fuite de son mari. Quelqu'un qui était avec lui m'a appelé et m'a dit « Viens chez tes parents, j'ai une surprise pour toi ». C'était Carlos. C'est lui qui a parlé car j'étais trop émue. Il m'a dit « Tu es ma lionne ». Carlos Ghosn profite de sa liberté retrouvée. Le voici avec sa femme 2 jours après son évasion, lors du réveillon passé chez une amie du couple. Quelques heures plus tôt, alors que des rumeurs ont commencé à courir sur sa présence au Liban, l'ancien patron a pris les devants en rendant son évasion publique via ce communiqué. Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'homme sont bafoués. À 9000 km de là, à Tokyo, la nouvelle fait l'effet d'une bombe et provoque la colère des autorités japonaises. Nos vérifications des faits sont toujours en cours, mais l'accusé Ghosn a quitté le pays de façon illégale, en utilisant des méthodes hors la loi. Il est extrêmement regrettable que nous en soyons arrivés là. La fuite d'un accusé sous caution est injustifiable. Ses propres avocats se sentent trahis. J'ai d'abord cru que c'était une information mensongère. J'avais le sentiment d'avoir été trahi par Carlos Ghosn. Mais j'ai essayé de mettre mes sentiments de côté et de m'imaginer à sa place. En fuyant Tokyo, Carlos Ghosn s'est soustrait à la justice nippone, car au Japon, il n'y a pas de procès en l'absence des mises en cause. Mais l'ancien patron ne veut pas donner l'image d'un fugitif. Depuis cette villa au sud de Beyrouth, il organise sa contre-attaque médiatique, aidé par le réseau qu'il a tissé au Liban. On appelle ça la bande de Carlos, des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Il sait je ne veux pas dire les utiliser, mais il sait quand même, comment agir pour que ces amitiés vraiment soient porteuses de fruits de part et d'autre. Ce mercredi 8 janvier, ils sont quelques 150 journalistes à faire le pied de grue devant le bâtiment du syndicat de la presse libanaise. Pour sa première apparition publique depuis sa fuite, Carlos Ghosn a décidé d'organiser une grande conférence de presse. Un événement minutieusement préparé par la Française Anne Méo, spécialisée dans la communication de crise. Depuis son pupitre, Carlos Ghosn s'impatiente. Vous me dites quand est-ce qu'on commence, hein. Le micro est là, on peut commencer là, à quelle heure il est? Pendant près de 3 heures, sous le regard de sa femme,
Il règle ses comptes avec la justice japonaise. Mais pas un mot sur son évasion. I'm not here to talk about how I managed to leave Japan. Although I can understand that you are interested in that. I'm here to talk about why I left. I was left with no other choice but to protect myself and my family. This was the most difficult decision of my life. Sous les objectifs des caméras, Carlos Ghosn rejoint son épouse. I love you. You're a super message. I know you're a hero. I love you. Pendant plus d'une semaine, à Beyrouth, il va multiplier les interviews. Pour ne pas compromettre ses complices, l'ancien patron se dit contraint au silence sur les circonstances de sa fuite. When you are in a situation where you're in trouble with justice, you don't have too much candidate to help you. I was lucky and I need to, as much as possible, protect them. Right. Certaines de ces personnes risquent de potentielles procédures pénales en Turquie. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de ça? C'est quelque chose que vous allez avoir sur la conscience? Jusqu'à la mort? Une dette humaine, mais aussi financière. Carlos Ghosn a laissé au Japon près de 13 millions d'euros de caution, auquel s'ajoute le coût de ce plan d'évasion hors norme. Il y a eu toutes les opérations de repérage, des aéroports, la préparation, l'achat des caisses, sans doute payer certains intermédiaires ou peut-être des complices au Japon, ça nous ne savons pas. C'est des millions et des millions de dollars. On parle de millions et de millions de dollars pour ce genre d'opération. Le prix d'une liberté relative. Carlos Ghosn est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol à la demande de Tokyo. Et il a pour l'instant l'interdiction de quitter le Liban. Quand vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt d'une nation qui est diffusée internationalement par Interpol, il est clair qu'il serait hautement imprudent de s'engager dans le franchissement de frontières. Pour l'instant, il faut considérer qu'il est sur le territoire libanais et qu'il est susceptible de devoir y demeurer. En s'enfuyant, Carlos Ghosn a laissé derrière lui au Japon Greg Kelly, son ancien bras droit à Nissan. Arrêté et inculpé en même temps que lui, il va devoir affronter seul la justice japonaise.